Je poursuis cette idée que 2027 sera la continuation du coup d'État. Ça a déjà commencé. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Banque de France, Cour des à la comptes? Cour des comptes ad vitam aeternam, Emmanuel Moulin à la Banque de France, Ah Guillaume qui bah était oui, secrétaire oui. général du gouvernement et qui avait dû démissionner suite à l'affaire Duhamel. Vous voyez? Mmh. Donc c'est comme ça, le défenseur des droits devrait devenir Éric Dupond-Moretti. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de C'est postes, sans énorme compter la d'ailleurs. direction générale de l'armement, la préfectorale. En ce moment, c'est une information qui est peu connue, mais il faut savoir que Didier Lallemand, qui était préfet de police de Paris pendant les Gilets jaunes et qui a maté les Gilets jaunes avec une doctrine de sécurité, ça aurait été Pasqua du temps de comment ça s'appelait Charles Pasqua du temps de Malek Ousekine, on Mmh. aurait eu toute la presse, etc. Crier aux violences policières. Là, on n'a rien eu. C'est-à-dire il y a eu, on a remis les voltigeurs, on a arraché les yeux des gens, rien. C'est-à-dire que c'est un grand Et, républicain, et, et, Didier Lallemand, et on est... qui Oui. aujourd'hui passe ses journées à l'état-major des armées parce qu'il coordonne les gouvernements civils le gouvernement civil et le gouvernement militaire en cas de conflit de haute intensité, qu'il soit intérieur ou venant d'une menace extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, le régime est en train de nous préparer soit à une guerre à l'extérieur, soit à une guerre civile pour se maintenir. On en est là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas du tout se dire, bon, il y a l'élection de 2027, Emmanuel Macron part en 2027. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. D'abord, on a un système qui s'appelle le capitalisme d'État et de connivence. D'ailleurs, c'est pour ça que je rebondis sur ce que j'expliquais au sujet de la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, en plaçant Emmanuel Macron au pouvoir, les réseaux que je viens de décrire, qui sont les mêmes réseaux qui sont derrière l'affaire Epstein, ont en fait voulu créer en France, importer en France le système russe tel qu'ils le conçoivent. Je dis pas tel qu'il est, mais tel qu'ils le conçoivent et tel qu'ils imaginent qu'il est. C'est-à-dire un leader intouchable, des oligarques qui contrôlent des pans entiers de l'économie et un État profond avec un parti fantoche. La République en marche, qui a changé 3 fois de nom, ou Russie unie, c'est-à-dire ministre fantoche, député Godillot, comme sur le modèle de la Douma. Donc en fait, on est vraiment passé du côté de l'illibéralisme. Ensuite, au niveau de la presse, vous avez plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, aucun titre, si vous voulez, les oligarques qui sont propriétaires de la presse vivent essentiellement, ou soit ont construit leur fortune grâce à l'État. Hein, la création ça ne veut pas dire que l'individu est pas un bon capitaine d'industrie ou un grand chef d'entreprise, mais le coup de pouce qu'il a au début, hein, sur par exemple le rachat de Boussac par Ferinel par Bernard Arnault, est permis par Serge Weinberg, qui à l'époque, qui est un homme des Rothschild et qui à l'époque est au cabinet de Laurent Fabius, etc., etc. Donc vous avez l'intervention de la Banque Lazare. Donc vous avez la jonction, si vous voulez, euh, de cette haute fonction publique et de l'oligarchie bancaire à la manœuvre derrière la création des oligarques, sur la création de Xavier Niel, qui d'ailleurs aujourd'hui est le gendre de Bernard Arnault. On rappellera qu'il y a quand même des affaires de mœurs incroyables avec Alors, oui, j'avais couvert son procès pour proxénétisme. Son mentor a été condamné pour proxénétisme et son mentor lui avait livré le premier noyau de son groupe. Faut bien comprendre. Et, bon. Et lui a évité la condamnation pour proxénétisme, ce qui est absolument incroyable. tout en D'ailleurs, ayant été recruté en Mm. parallèle dans des services d'interception des renseignements généraux. Donc vous avez, hein, comme dans l'affaire Epstein, vous avez cette jonction d'une certaine délinquance sexuelle et du renseignement. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on fabrique ces oligarques. C'est ça qui est intéressant. Donc on a des oligarques qui contrôlent, donc qui eux vivent dans de la dépense publique et qui eux sont en fait inféodés au pouvoir politique, ces oligarques-là. Ils sont inféodés au pouvoir politique.
Ils vivent de la et donc ils contrôlent la presse. Donc, si vous voulez, vis-à-vis, euh, par exemple, enfin, il est impossible que Rodolphe Saadé, quoi qu'il en pense par ailleurs, il est inconcevable que Rodolphe Saadé balance une bombe, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux, contre Macron dans un de ses titres. Ça veut dire que sinon, c'est on a déjà basculé, c'est que le changement de pouvoir est déjà avancé. Si vous voulez, le processus de changement de pouvoir est déjà avancé. Vous avez ce phénomène-là. Ensuite, vous avez le phénomène, tout simplement, je dirais, bon, de la paupérisation du métier de journaliste, de sa transformation. C'est-à-dire qu'avant, hein, quand même, le journaliste, c'était des gens qui montaient à Paris et ils faisaient du journalisme et c'était quelque chose un peu d'aventurier. Aujourd'hui, c'est un truc en fait, le système des écoles de journalisme qui, en fait, forment des flics idéologiques, quoi, faut le dire très Les attachés de clairement. presse. Voilà, d'ailleurs, qui deviennent attachés de presse souvent après, parce qu'en fait, la profession ne nourrit plus son homme. Et donc, vous avez, puis c'est très uniforme, et puis ça se radicalise, parce qu'on pouvait penser que les réseaux sociaux allaient ouvrir un champ, et en fait, il y a une radicalisation. C'est-à-dire que plus le X de Musk va loin, plus les médias mainstream sont mainstream, quoi. Il n'y a pas du tout d'effet Non, on aurait pu de fenêtre imaginer d'Overton. voilà, on aurait pu penser qu'il y aurait une correction, qu'ils auraient essayé de suivre Mais j'y ai certains pensé. groupes. Quand il y a eu l'affaire du Hamel, en Ah fait, il oui. faut savoir pourquoi il y a l'affaire du Hamel, parce que Camille Kouchner, à ce moment-là, est en couple avec Louis Dreyfus, qui est le patron des rédactions du Monde. Et en fait, cette affaire qui a déjà, euh, qui bout, on va dire, dans le petit Paris germano-pratin, eh ben, va sortir à la faveur d'un livre. Donc là, on voit tout le milieu de l'édition, etc. Et va y avoir une sorte de purge à l'intérieur de cette caisse. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, ils ont compris. Mm. Ils ont compris, et c'est d'ailleurs dans la foulée que moi j'ai lancé Brigitte Macron, c'est-à-dire au moins réouvrir le mensonge médiatique lors de la rencontre. Et en fait, ça s'est immédiatement refermé. Sur Epstein, ça avait été étouffé. Là, il pouvait plus vraiment étouffer. Donc, il y a quand même un traitement médiatique, quoi qu'on en pense. Il y a des articles qui sortent, etc. Après, on peut juger ça satisfaisant ou pas satisfaisant. Mais aujourd'hui, par exemple, le méga groupe, si vous voulez, parce que dans l'affaire Epstein, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le niveau MeToo, vous avez le niveau Mossad, puis vous avez le niveau méga groupe. Hein, ça veut dire, oui. Donc souvent, on était resté quand même au niveau MeToo. Le Mossad, on commençait à nous dire que c'était une théorie du complot. Et puis méga groupe, on était bon pour l'asile psychiatrique. Aujourd'hui, le méga groupe, c'est dans le monde. Vous Mm. voyez, Le Monde, dans son article sur le Oui, parcours de Jeffrey Epstein, a évoqué le méga groupe. Donc il y a quand même des avancées. Il y a quand même des avancées. Là, Le Parisien a révélé. J'avais fait un article en 2019 dans Fait et Documents sur l'enclave française des Maxwell en expliquant que les Maxwell avaient acheté des châteaux dans le Périgord, hein, puisque la mère de Ghislaine Maxwell était française, et qu'à chaque fois que la famille avait des soucis judiciaires, que ce soit des sœurs, le père, Ghislaine elle-même, eh bien, ils se réfugiaient dans cette enclave française et que, d'autant que ils avaient tous la nationalité française et que la France n'extrade pas ses ressortissants. C'est-à-dire le coup de fil de Trump à la police de Palm Beach, Fabricio Calvi, qui était journaliste spécialiste du renseignement à Libération, c'est pas un Trumpiste, hein, conclut, Epstein disait à tout le monde que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach. Vous avez les avocats des victimes qui expliquent que Trump est les seuls à les avoir aidés, etc., etc. Voilà, donc honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de, enfin, si vous voulez, cette espèce de, comment dirais-je, ce lien de cause à effet. C'est-à-dire, il fait la guerre en Iran parce qu'il est tenu par les Israéliens via les dossiers Epstein n'est pas établi. Je pense que c'est une mauvaise grille de lecture quant à ce qui se joue sur la guerre en Iran, où je suis pas sûr que les Israéliens et les Américains poursuivent les mêmes buts de guerre. D'ailleurs, c'est assez officiel puisqu'on voit bien que c'est Netanyahou qui essaye de faire poursuivre la guerre par tous les moyens, tandis que Trump essaye de se retirer du bourbier. Donc voilà, donc il y a l'affaire Epstein et c'est pour ça que je pense qu'en fait il y aura d'autres phases de déclassification de l'affaire Epstein
par des biais détournés d'ailleurs. Quand on comprend un peu comment fonctionne ce que j'appellerais le Trumpisme informationnel, on pourrait très bien imaginer, donc là c'est vraiment un scénario mais fictif, mais qui est dans l'esprit, je dirais, pour comprendre le Trumpisme informationnel, c'est-à-dire une libération de la fin des dossiers Epstein, du gros, par exemple, en narguant d'un piratage par des Anonymous, Anonymous dont on découvrirait par pur hasard qu'il serait iranien. Vous voyez, c'est comme ça Oui, que fonctionne la circulation de l'information à l'époque, à notre époque, c'est-à-dire avec beaucoup de désinformation, de bluff, de manipulation et d'informations qui au final sont quand même des vraies révélations. tiens, on va revenir d'ailleurs sur les macronistes et, et toute cette garde rapprochée autour d'Emmanuel Macron. Si je vous dis Borrello, Olivier Duhamel, Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Pierre Berger et l'inénarrable BHL, qu'est-ce qui les relie, tous ces personnages? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Bernard-Henri Lévy, on parlait du réseau Epstein. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, il y avait un article de Libération qui était très bien fait de Sophie Desdésert qui expliquait que Bernard-Henri Lévy livrait des scénarios géopolitiques clés en main. En fait, Bernard-Henri Lévy est la quintessence, et d'ailleurs sa carrière ne s'explique que comme ça, euh, de l'agenda politique du méga groupe. C'est-à-dire que c'est le porte-parole et le metteur en scène de l'agenda géopolitique du méga groupe, c'est-à-dire des clubs des financiers d'Epstein. Et on retrouve Bernard-Henri Lévy au bord de ce think tank. La vision du monde, d'ailleurs, qu'a développé Jacques Attali, euh, donc là, on n'est pas simplement dans de la géopolitique, on est plus sur une vision du monde, une vision de l'homme, etc. Procède effectivement des mêmes réseaux. D'ailleurs, les carrières de Jacques Attali et de Bernard-Henri Lévy ne s'expliquent que par la puissance ces réseaux. La puissance Le réseau notamment atlantiste et mondialiste. économique, financière, etc. La question de départ, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire Epstein, comme dans l'entourage des Macron, on a une surreprésentation de personnalités ayant trempé dans des criminalités. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est que dans ce qu'on appelle les démocraties libérales avancées, la criminalité agit en quelque sorte comme l'huile dans le moteur, si vous voulez. Et d'avoir été impliqué dans des affaires de n'est pas du tout excluant, c'est même plutôt un facteur de promotion. Parce qu'en fait, vous êtes tout simplement tenu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et Oui, oui, c'est le principe des sociétés secrètes. C'est d'être tenu par une affaire de mœurs ou un meurtre initiatique. voilà, exactement, comme C'était dans la Mitterrand. mafia. Ouais, c'était Mitterrand qui s'était entouré de tous ces gens. On retrouve d'ailleurs la Mitterrandie avec Jacques Lang, Olivier Duhamel, Pierre Berger, Borrello. On retrouve les grands cadres socialistes. Oui, oui, c'est Macron est à la croisée de plusieurs choses. C'est à la fois la queue de comète de quelque chose, et c'est à la fois il y a quand même une destruction de la politique telle qu'on la connaissait, de la haute fonction publique. Par exemple, je vois souvent les nominations. Si vous voulez, il y a encore 10 ans, on parlait de pantouflage. Quand quelqu'un faisait carrière dans la haute administration et qu'il passait dans le privé, c'était bon quelque chose qui pouvait, enfin, qui était mal vu. On hésitait, etc. Enfin, ça se faisait quand le jeu en valait vraiment la chandelle. Aujourd'hui, on a des parcours complètement hallucinants, quoi. C'est-à-dire le type a fait HEC, il rentre chez McKinsey, il va à Bercy, puis il repart au BCG, etc. Enfin, c'est nos limites, quoi. C'est-à-dire c'est complètement nos limites. Il n'y a plus aucun. C'est Johan Chapoutot, là, un historien spécialiste du nazisme d'ailleurs, qui expliquait que c'était Oui, comme un BDE d'école de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent,
ils pillent, ils cassent et puis ils sortent, puisqu'en fait, ils n'ont aucune responsabilité, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déresponsabilisés. D'ailleurs, les gens sont anonymes. Je vous mets au défi de citer trois ministres. Enfin, je sais pas qui est le ministre de la Santé, qui Un est le ministre sériste. de. Voilà, Oui, donc mais ça, voilà, moi je suis un peu spécialiste, j'arriverai à les remettre, mais c'est vrai que il y a eu tellement de turnover dans les ministères qu'on a parfois des difficultés à se souvenir qui est en charge d'un ministère. Ouais. oui, Euh, parce il y a plus, avec le non-cumul des mandats, en fait, on a découplé la fonction ministérielle de la carrière politique. Donc, en fait, c'est des gens qui arrivent, bon, et on les a pas vus avant, on les reverra pas après, quoi.